Avec mon ami Yves, on va vous parler de l'innovation. Vous avez compris, on a été du plus technique ou plus conceptuel peut-être, donc les objets connectés, le big data qui nourrit finalement les objets connectés, les ressources qui sont nourries. Maintenant, on va se poser la question, comment dans un territoire intelligent, une destination touristique intelligente ou autre, comment on fait apparaître des nouvelles choses? Parce que l'idée derrière tout ça, l'idée assez évidente devant la destination intelligente, on l'aura bien compris, c'est de faire les choses de manière différente. Je tiens à le répéter, c'est en filigrane de tout ce qu'on a dit. Il y a un gros volet technologique derrière tout ça. Pourquoi? Parce que les développements technologiques permettent de créer de nouveaux services, de nouvelles applications, de nouvelles façons de faire. Mais encore une fois, on va le répéter 1000 fois, puis j'espère que vous l'aurez retenu, ce n'est pas la technologie qui crée le besoin. On y va? Je suis en libre, on y va moitié-moitié. Des enjeux de l'innovation. On l'aura bien compris, l'industrie touristique est challengée par la croissance mondiale et par la croissance effarante du nombre de gens qui aspirent à visiter et à se déplacer. Il y a donc ce besoin-là qui est nécessaire de distinguer et de garder en tête, encore une fois, qu'il faut distinguer les besoins des applications. Et c'est un des grands enjeux. On l'a vu, j'en suis heureux, je vais le répéter également 1000 fois, on va créer à Montréal un incubateur d'entreprises touristiques. On voit la surmultiplication. Il n'y a plus de villes presque sur la planète où il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'incubateurs, des tonnes et des tonnes d'accélérateurs, des tonnes et des tonnes de gens qui travaillent très fort à faire des innovations, qui s'appellent généralement des CEO, ils sont CEO, Chief... machin truc, ils habitent tout seuls dans le sous-sol de leurs parents, mais ils sont quand même CEO. Et il faut éviter donc cette tentation-là que la technologie passe avant le besoin. Et quels sont, Yves, tu vas me dire ça, c'est quoi qu'est-ce qui distingue, toi qui habites ici à Sherbrooke, qui travaille aux technologies de l'information, directeur à Sherbrooke, qu'est-ce qui distingue le visiteur, le touriste du résident? En fait, le visiteur, la personne qui arrive dans un lieu, dans un endroit, ce qui le différencie de beaucoup du local ou du résident, c'est qu'il n'y a pas de repère. Il ne connaît pas l'endroit, il ne connaît pas les lieux, il ne connaît pas ce qu'il y a à faire, il ne connaît pas les événements. Donc, il est dépossédé de toute information pertinente pour rendre son séjour plus agréable. Voilà. Également, qu'est-ce qu'on constate à l'échelle planétaire? C'est des nouvelles opportunités. Je caricaturais nos jeunes entrepreneurs, nos jeunes innovateurs. Aujourd'hui, au-delà de la blague que j'ai faite, c'est reconnu, c'est valorisé. On reconnaît sur la planète des grands groupes financiers, les banques maintenant, que ce soit Desjardins qui a parti son incubateur d'entreprises touristiques, les grandes banques, le milieu institutionnel a découvert les limites de ce que pouvait faire l'institutionnel en termes d'innovation. Donc, de plus en plus de start-up, même le capital de risque, le crowdsourcing qui s'est développé. Le fait que, également, avec le numérique, l'internationalisation est facile. Vous pouvez maintenant, de Sherbrooke, développer des applications qui auront une utilité en France, en Belgique, en Suisse et tout et tout. Donc, l'internationalisation également, des mouvements ont été grandement facilités. Il y a également une acceptation, et moi qui découvre le milieu de l'innovation, on pourrait dire qu'il y a deux mondes, le monde de l'innovation, le monde du tourisme, c'est de découvrir dans ce monde-là, puis vous avez vu les présentations ce matin, les gens sont d'une rare simplicité, d'une rare générosité. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous avez entendu l'invitation qui a été faite à Espace Inc. Et au Fab Lab également, c'était « Vous avez une idée, venez nous voir, ça nous fait plaisir ». Il y a une logique derrière ça ouverture et collaboration. Ouverture et collaboration, alors que le milieu touristique est peut-être, même si on est le plus beau métier au monde, est peut-être parfois figé dans des mandats et dans des façons de faire dans lesquelles on n'est jamais content. Hein? On a l'impression que si quelqu'un arrive et qu'il nous dit quoi faire ou a des idées, c'est comme s'il nous marchait sur les pieds et qu'on n'aime pas ça. Donc, l'innovation, c'est un outil d'attractivité pour un territoire, de rayonnement, mais également de développement économique. Je me permets de mentionner la Ville de Paris qui est en train d'ouvrir un immense incubateur, déjà qui ont un portefeuille de 21 incubateurs. La Ville opère 21 incubateurs dans Paris, Paris & Co. Il développe donc l'incubateur pour susciter des investissements internationaux avec, je ne sais pas, le Pays-Bas. Et il dit aux partenaires du Pays-Bas, « By the way, il y aura pour vous 2 ou 3 espaces pour des start-up de votre pays qui pourraient venir travailler. » Donc, ça crée des collaborations, ça fait du rayonnement, c'est un outil d'attraction d'investissement. Une étude qui a été faite, qui a été publiée la semaine dernière, c'est sur le marché français, mais c'est assez indicateur. Ils ont évalué à peu près 10 000 entreprises innovantes dans le tourisme et se sont posé la question qu'est-ce qu'ils faisaient, quel genre de solutions ils développaient.
Et regardez la chose suivante. Donc, globalement, en bleu, en rouge, c'est des entreprises non touristiques, mais qui peuvent agir sur le tourisme. Et en jaune, des entreprises touristiques. Grosso modo, tout le monde travaille sur les usagers finaux, sur des opérateurs, sur l'hébergement, sur le site. Si vous regardez OT collectivité, les entreprises touristiques travaillent à moins de 1% à des initiatives, des innovations qui portent sur un territoire. On est donc dans une logique, c'est peut-être dans l'œil du dragon, je ne sais pas, on est à la recherche de créer une application, de reproduire 1000 fois Airbnb ou Uber, avec le rêve monumental de devenir milliardaire. Il y a un grand potentiel. Là. Oui, c'est ça, mais en même temps, il y a donc un potentiel inexploité, et c'est peut-être le rôle, effectivement, des collectivités territoriales, des communautés, appelez-le comme vous voulez, destinations, de se dire, c'est peut-être là qu'on doit susciter le plus d'innovation. Autre élément important, dans cette recension des innovations, le total est plus que 100% parce que certaines peuvent être sur plusieurs volets. Première chose que les gens font, c'est des innovations dans le marketing et le commerce, donc la mise en marché. La deuxième, c'est dans le développement de services. Quand on arrive dans des choses qui servent à améliorer les procédés et l'organisation, on est à 9,5 % pour un produit à 8,4 %. Et tout ce qui est en innovation sociale et en tourisme durable, donc dans une logique de bien-être collectif, il n'y a presque personne. Donc, il y a encore une fois une philosophie à développer autour de tout ça. Deux natures de l'innovation, on y passe rapidement. Yves, tu es le spécialiste. En fait, on a des natures d'innovation incrémentale. On a un produit, on trouve des façons de l'améliorer. Puis, pour répondre aux attentes et aux améliorations proposées et attendues par les clients, on repose vraiment sur des compétences qui sont maîtrisées par les entreprises, site Internet, site mobile, etc. Puis, on a des innovations de rupture où on change vraiment le mode opératoire. On adresse, dans le fond, on reprend un peu un nouveau... En fait, on veut créer un nouveau besoin. On a juste à penser à Booking.com qui est venu au monde il y a quelques années. Ça a changé vraiment la donne. On a Airbnb aussi qui a changé vraiment la donne au niveau du fonctionnement. Fait que c'est des innovations de rupture qui changent vraiment le comportement des clients, le comportement des consommateurs, puis le comportement du marché. Exactement. Mais ce qui est intéressant avec ça, ce sont devenus des grands joueurs actifs de l'industrie touristique. Airbnb, aujourd'hui, se présente comme un joueur légitime de l'hébergement commercial sur la planète. Il est en France, encore une fois, on n'a pas les chiffres pour l'Amérique du Nord, le 4e site de voyage le plus consulté mensuellement par des Français, Airbnb. Et qui est un outil, généralement, on ne regarde pas pour louer à côté de la maison, on regarde pour aller ailleurs. Donc, c'est un outil, encore une fois, avec du big data, on peut faire des choses fabuleuses à cet égard-là. Beauté de la chose, je vais laisser les gens Alain Jean et Reda qui vont revenir sur la gouvernance. On va se rendre compte que là-dedans, il y a comme un écosystème où ces innovations-là de rupture, généralement, elles arrivent de l'extérieur du territoire dans lequel on est. Toi, je présume, au TI, à la ville de Sherbrooke, quand vous avez des projets touristiques, c'est des projets portés par des entreprises locales, supportés par des structures d'accompagnement locales et visant à répondre à des besoins locaux. Exact. Et on aura vu, puis je fais le clin d'œil ici, par exemple, à nos amis à Québec, qui avaient eu à un moment donné la tentation de dire, bien, nous, on va faire une centrale de réservation spécifique, réservation hôtelière spécifique à Québec. La logique derrière ça, c'est de dire un besoin territorial couvert par une application territoriale. Bien, la beauté de la chose, c'est quand c'est territorial, les gens extérieurs du territoire ne savent pas que ça existe. Même chose avec une certification durable, par exemple. Il y a eu l'initiative des clés vertes à un certain moment donné. C'est le fun, c'est un système pour les hôtels québécois que les Québécois ne connaissent pas beaucoup, que les étrangers n'ont jamais entendu parler, pour qui ça n'a aucune signification. Fin de la parenthèse éditoriale. Quelles sont les nouvelles pratiques de l'innovation? C'est un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a un peu l'enjeu où il va falloir que, comme industrie touristique, on dise aux jeunes pousses et à cet écosystème-là autour d'eux, arrêtez d'essayer de faire Airbnb, ça existe déjà. La bonne nouvelle, c'est encore une fois, désolé d'avoir des exemples français, nos collègues du Welcome City Lab, donc l'incubateur d'entreprises touristiques de Paris, donc évidemment, comme c'est à Paris, c'est en anglais, le Welcome City Lab est rendu à sa 4e cohorte. Ils reçoivent plus d'une centaine de projets à chaque année depuis qu'ils ont débuté. La première année, près de la moitié des projets portaient sur de l'économie collaborative. On échange la perceuse, on échange l'escabeau, tout s'échangeait. La deuxième année, c'était descendu à 35 %, la troisième année, peut-être à 20 % et cette année, ils ne sont même pas à 10 %. Il y a donc une compréhension également, c'est peut-être un indicateur ou un baromètre de où va tout ça.
ne faut pas développer des applications mobiles. Pourquoi? Bon, en fait, si on développe juste des applications mobiles, ben, ça veut dire que le touriste, on assume qu'il y a un mobile, puis c'est pas le cas. Puis on l'a vu ce matin avec la présentation de Dominique Gagnon pour son concept pas son concept, mais l'idée d'avoir une interaction avec une expérience, mais pas d'interface. C'est intégré dans les objets, intégré dans les contacts qu'on a avec des environnements. Donc, c'est judicieux de ne pas toujours développer des applications mobiles, mais de trouver des façons de faire vivre la destination de façon plus innovante, à destination. Et donc, ça nous amène, encore une fois, à proposer, par exemple, on le voit, écran dans les réceptions d'hôtels avec du contenu intégré, donc par d'autres prestataires. Donc, cette idée-là, effectivement, de jouer davantage en communauté. Tourisme et disruption, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la rupture dans les innovations. Il y a un autre paradoxe, hein, comme on retrouve au Mexique, le Parti révolutionnaire institutionnel. C'est pas rien. Allez voir la définition de révolution. Et le mot institution, après ça, ça va pas bien. On est avec l'institutionnalisation de la disruption. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La prise de conscience des grands groupes, que ce soit Airbus, que ce soit Boeing, que ce soit Marriott, que ce soit des grands groupes hôteliers, ces gens-là se sont aperçus qu'ils avaient avantage à garder près d'eux, près du cœur et du portefeuille, et créer leurs propres incubateurs pour faire en sorte que les innovations qu'ils sentent qu'ils ont besoin soient créées pour eux. Donc, l'investissement des grands groupes dans leurs propres laboratoires, des Living Labs, des startups, l'objectif, c'est quoi? C'est d'innover et de changer le quotidien des utilisateurs. Encore une fois, en se posant la question, est-ce qu'on crée un besoin ou on outille un besoin? Facebook, hein, vous avez tous la même drogue que moi. Je regardais tout à l'heure. Tout le monde le regarde à tous les 3 minutes, partout, partout, partout. Hein? Est-ce qu'on avait un besoin de Facebook? Mais il y a donc quelque chose dans notre cortex cérébral, dans notre cerveau reptilien, qui fait qu'on bave comme Pavlov et ses chiens et la cloche. Donc, mais il faut éviter cette tentation-là, et encore une fois, de vouloir recréer ce qui fonctionne déjà. On l'a vu, Airbnb est devenu une compagnie multimilliardaire. Il est trop tard pour recréer cette innovation-là. Il y a 4 illustrations de modèles disruptifs. BlaBlaCar, qui est en Europe du covoiturage, Uber, Airbnb, les OTA. Ce ne sont plus des innovations aujourd'hui. Ils font partie du territoire, ils font partie de l'histoire quotidienne. Ils sont dans l'innovation continue. Expedia, Sabre, Bookings étaient révolutionnaires. Moi, je me rappelle avoir fait des conférences en disant c'est fabuleux de se dire qu'il y avait un intermédiaire qui, à l'échelle mondiale, était capable de signer des contrats avec des centaines de milliers d'hôtels. C'était incroyable. Aujourd'hui, c'est la routine habituelle. Donc, de plus en plus, il va falloir, puisque les grands segments que sont le transport, l'hébergement, la restauration sont déjà couverts, les nouvelles innovations, qui ne seront pas des innovations de rupture, devront répondre à un souci de focalisation, donc sur des périmètres géographiques. Peut-être que dans certains cas, pour Sherbrooke, il y a des besoins très particuliers parce que le territoire est particulier, et en tourisme, ça serait intéressant. Des communautés par affinité, co-rider, du covoiturage pour les gens qui font des sports de glisse, donc le ski principalement. Des besoins immédiats, WeUp, un réseau de transport participatif, BusBud, qui a été développé à Montréal aussi, qui permet de planifier ses déplacements en autocar, donc hors région. Des segments de clientèle, tourisme d'affaires avec Stay22, tourisme haut de gamme, les familles, clientèle gay avec MrBnB ou Grindr. ShareShed, ça c'est pour toi un ShareShed, tu l'aimes? Oui. Ça sert à quoi? ShareShed pour les amateurs de plein air. Vous allez en destination, voyage, d'affaires. C'est rare que vous allez amener votre vélo puis vos vêtements de vélo avec vous. Donc, vous allez chez ShareShed parce que vous avez, en fait, pas chez ShareShed, mais vous allez sur le site de ShareShed pour une journée que vous avez pris de pause pendant votre destination voyage. Puis vous leur demandez, vous allez là-dessus, vous vous dites, bien, y aurait-tu quelqu'un qui voudrait me prêter son vélo? Hein? Fait que là, ben, la personne, vous allez avoir une liste, là, mais il y a des gens qui vous offrent leur vélo. Puis là, vous allez les rencontrer. Ils offrent leur vélo avec des expériences de circuit à faire dans le coin. Donc, on a une expérience enrichie à destination et c'est très collaboratif. Voilà.
D'autres formes de réservation, bon, pour l'hébergement, on va passer rapidement, le temps file, qui ont été développés, mais un qui est très intéressant, encore une fois, de Montréal, Luxury Retreat, c'est le Airbnb du luxe. Eux louent des villas de luxe à des clients de luxe, des vedettes rock, des politiciens et des gens de la finance. Un de leurs principaux clients est le conseil d'administration de Goldman Sachs. Le coût moyen de location hebdomadaire est de 22 000 US. Donc, ils ont développé, ils ont beaucoup de clients. C'est des gens qui louent leur résidence de luxe. Rien que ça, 22 000 par semaine. Puis ça, c'est le prix moyen. Ça peut monter jusqu'à 148 000. Pas si mal, hein? Je suis pas sûr qu'on a un créneau pour ça à Sherbrooke. On peut travailler, on peut travailler. Donc, il nous reste 5 minutes. Il y a donc de plus en plus, on l'a dit, des incubateurs qui ont été développés pour les entreprises. Ce qui est merveilleux maintenant, c'est que c'est des incubateurs touristiques qui sont en train d'apparaître. Il y a Angers Tourism Lab qui est un projet, je vois Marjane ici, qui devrait avoir un volet incubateur. Il y a le Montréal Tourism Lab, Montréal Tourisme Lab, qui devrait arriver à Montréal aussi, que je travaille avec Tourisme Montréal et la Ville de Montréal. Il y a le Welcome City Lab qui est la référence, la volonté d'un réseau français, d'un réseau européen, et tout autant de réseaux qui pourront travailler ensemble. Et Paul, peut-être avant longtemps, il va y avoir le STL, pour le Sherbrooke Tourist Lab. C'est encore mieux, ça. Tu signes des autographes à la fin de la journée, toi. Hein? C'est bon. Et donc, de plus en plus aussi, la prise de conscience qu'il y a un besoin d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un dans son sous-sol de trouver l'idée qui va fonctionner. Il faut trouver un endroit où on peut expérimenter, la mettre en application, la tester. Et ça aussi, c'est une nouvelle philosophie. On avait une discussion avec Alain Larouche hier, puis il disait, pendant souvent, les gens venaient avec leurs petites bébelles, leurs petites idées, puis il dit, on est obligé de les mettre poliment à la porte en disant que c'est ennuyeux. Puis là, il faisait le tour des gens qui étaient... Et je pense qu'il y a une nouvelle philosophie dans laquelle on va dire, on va tenir un registre des bonnes idées, et plutôt que d'être obligé de les mettre gentiment à la porte, on va les référer aux structures qui, eux, vont être capables d'accompagner, de faire en sorte qu'une idée, qui peut être un peu folle, puisse devenir un réel projet d'affaires. Et ça, c'est intéressant. Donc, de plus en plus des living labs, des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprise, des pôles de compétitivité, sont tout autant de déclinaisons d'un écosystème, encore une fois, d'accompagnement qui est en train de se créer, qui n'existait pas, voilà, 10 ans ou 5 ans même. Donc, l'expérimentation est essentielle, et particulièrement en tourisme. On ne peut pas espérer que si je fais une application, moi, dont j'ai toujours rêvé, c'est de dire, si je veux arriver à l'aéroport de Dorval et qu'il n'y aurait pas personne, Dieu que je serais heureux, parce qu'on gérerait tellement bien l'arrivée, hein, on sait combien d'avions arrivent et tout, ça serait fantastique. Et donc, la nécessité, l'importance que comme industrie touristique, c'est un peu le message dans la destination intelligente, dans le territoire intelligent, que nous avons collectivement l'obligation d'accompagner et être des lieux d'expérimentation. Donc, on ne peut pas juste être passif en espérant que la ville de Sherbrooke, puis Destination Sherbrooke, puis Tourisme Sherbrooke et Tourisme Canton de l'Est vont faire le boulot. Vous avez également comme prestataire, comme entreprise touristique, un rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'on achève, hein? Ah, ça, c'est toujours la même étude ici. Ça, c'est fantastique aussi, puis c'est une autre opportunité. Quand on regarde les entreprises françaises qui innovent, où est-ce qu'ils innovent? Dans la phase de recherche et de préparation du tourisme, ça, ils sont très présents. Hein? On va comparer des sites, on va comparer la satisfaction, on va regarder les étoiles, comment les gens apprécient. Ça, c'est là. Pour réserver l'achat aussi des centrales, des outils de réservation, on l'a vu tout à l'heure, une des entreprises qui disait « Mettez votre budget, puis là, on va, à partir de la base de données, trouver les sites où aller, puis ça va permettre la réservation. » Ça, c'est fantastique, ça se fait beaucoup. Des outils qui vous accompagnent dans le voyage, ça, il y en a des tonnes. Et vous voyez, en France, même pas 10 des entreprises innovantes réfléchissent à après l'expérience. On a beaucoup parlé, puis on reparlera encore de la gestion de la relation client. Hein? Et on ne développe pas rien pour fidéliser notre client, mieux le connaître, mieux y répondre, avoir sa rétroaction et tout et tout. C'est incroyable. C'est malheureux parce que le client, s'il a vécu une belle expérience, on peut continuer à enrichir la relation avec, à augmenter son expérience. Puis si vous savez, on est tous un peu pareils. On vit une belle expérience dans une destination. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient? Bon, on le partage, on en parle, on met nos photos disponibles sur le web, on envoie des commentaires dans les médias sociaux. Mais ça, c'est diffus un peu. On devrait en profiter puis innover en ce sens-là. Et nourrir dans du big data. Tout à fait, tout à fait. Je parlais de Luxury Retreats tout à l'heure. Ils ont fait quelque chose de fabuleux. C'est une petite équipe, c'est une petite entreprise. Ils ont un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en quelques années à peine, à louer des villas comme ça. C'est payant. Il y a une équipe de 5 personnes à temps plein d'intelligence d'affaires qui fait un tracking sur les médias sociaux de leurs clients.
Donc, ils volent rien, ils font pas, c'est pas du vol d'identité, mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont posté, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Et ça les rend donc dans une logique de gestion de la relation client. Ils mettent ça dans le petit dossier du client en sachant ils savent ce qu'ils ont fait dans leur séjour. C'est Paul, au niveau marketing, c'est démontré que acquérir un nouveau client, ça coûte très cher, puis retenir un client actuel coûte beaucoup moins cher. Donc, on devrait investir un peu plus dans ce sens-là. Là. Puis moi, je vous l'ai toujours dit, les gens de l'industrie touristique, vous n'êtes pas gênés de demander le numéro de carte de crédit de la personne, mais vous êtes gênés après ça de lui demander s'il y a eu du plaisir chez vous. Incroyable. Posez-vous des questions. Des exemples inspirants, des meilleures pratiques, 2 rapides. Non, je pense que j'en ai juste un. Ça a été développé ici par Destination Sherbrooke. C'était quoi? C'était de demander aux résidents de Sherbrooke quels seraient les meilleurs projets touristiques à développer. Et après ça, on a demandé aux résidents de Sherbrooke de voter sur ce qui avait été déposé. Donc, c'est l'intelligence de la communauté de dire qui, mieux que le Sherbrookois, la Sherbrookoise, connaît la destination et peut savoir qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré, d'être créé, d'être développé. Et après coup, quand c'est fait, puis on a vu l'application aussi tout à l'heure, la carte ce matin, encore une fois, où là, une fois que c'est réglé, une fois que le projet est mis en branle, on est capable d'en faire la promotion. Oui, tout à fait. C'est le principe de la co-création, puis ensuite de la participation citoyenne pour bâtir en fait une session d'idéation, puis en fonction des votes qui vont être publiés, en fait, on retient les projets les plus porteurs. Puis ensuite, là, présentement, je sais qu'il y en a peut-être une trentaine qui ont été identifiés, dont peut-être 4 ou 5 qui ont été retenus. Puis là, ils sont dans la phase pour analyse d'affaires, voir est-ce que c'est faisable, c'est rentable comme projet, mais on est dans... Ah, oui. Allô, oui. allô? Ah, c'est ma main, je manque de sommeil. Hey, on va voler une petite minute là, rapidement. Ville intelligente, t'aimes ça, toi, comme appellation? Tu parlais de communauté ici, puis de participation citoyenne. En fait, quand on parle de ville intelligente, souvent, il y a toutes sortes de définitions là-dessus. En fait, une ville intelligente, souvent, c'est accroché au concept de ville connectée. Fait que c'est assez restrictif, puis on est dans une perspective de « ça ne nous appartient pas, on n'est pas inclus là-dedans ». Présentement, à Sherbrooke, on travaille plus présentement sur un concept, une stratégie de communauté intelligente qui est beaucoup plus inclusive, puis où est-ce que vous devriez vous retrouver là-dedans, vous aussi. Merci Yves. Alors rapidement, l'innovation, c'est un métier en soi. Il ne faut pas imaginer que l'innovation, c'est à temps perdu. Rapport de force et de hiérarchie qu'on retrouve dans le monde du tourisme, on ne le trouve pas dans l'innovation. On a des leçons à apprendre et surtout de l'ouverture à faire. Valeur d'innovation tributaire des contextes culturels qui l'animent, le sens de communauté, on le dit, on le répète. Et c'est important d'avoir une stratégie numérique. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut, mais on ne peut pas espérer qu'une collection d'initiatives technologiques va faire en sorte qu'il y ait un sens derrière tout ça, que la destination va devenir intelligente. Smart, c'est pas être intelligent, c'est être effectivement connecté. La notion d'intelligibilité est très importante. Et je te remercie. Merci. Merci Yves. Merci. Nous, on invite nos amis de scénario à venir sur la scène, tous, tout de suite. Ils me regardent avec des grands yeux, ils sont inquiets. On va vous raconter des histoires maintenant. Ouais, vous avez été sage, vous avez droit à 5 histoires. Il était une fois. Ce sont des scénarii, un scénario, des scénarii. Légèrement prospectif. Oui, c'est ça. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Pourquoi on a fait ça? C'est de montrer un petit peu ce que pourrait apporter le territoire intelligent à l'expérience utilisateur, à l'expérience des différents utilisateurs. On va voir différents modèles, monter, arriver. Et donc, je vais appeler en premier un petit jeune qui nous vient de mon beau pays, l'Alsace. Soyez indulgents, c'est sa première. Il est bien portant, par contre. Mais heureusement, il y a un Sherbrookois avec lui, Nicolas Lupien et Christophe Bergamini. À vous, pour une petite balade à la campagne en famille. Merci, bonjour. Donc oui, je suis alsacien, mais j'ai pas l'accent. Nicolas, tu te présentes? Tu es alsacien aussi, toi? Alors, Nicolas Lupien de Sherbrooke. Voilà, donc on va essayer de vous faire voyager, on va essayer de vous faire vivre mon expérience. Moi, j'ai 35 ans, ça se voit pas non plus. Et j'ai décidé de venir en balade à la campagne en famille dans votre beau pays. J'ai 2 enfants, 10 ans et 12 ans. On a réservé sur notre ordinateur, on est parti. Et puis, on est arrivé dans cet endroit magique.
Et on n'a plus de Wi-Fi déjà, on a déjà une technologie, même nous étrangers, on peut se connecter dans votre pays sans que ça nous coûte 1 milliard de dollars. C'est à gauche, à droite, c'est comme ça. Et on arrive. Donc, arrivé à l'hôtel, on nous propose, est-ce que ça vous tente de faire un self-check-in? Alors, on a le choix de soit aller faire la file à l'accueil, attendre et parler avec quelqu'un, ou bien donc, juste se détendre dans notre auto qui va automatiquement aller se garer dans notre espace réservé de stationnement. Ensuite, une fois stationné, je te laisse... Alors une fois qu'on s'est stationné, les enfants qui dormaient à l'arrière, on les réveille. Et puis là, on sort, on prend nos bagages et directement avec mon smartphone ou ma tablette ou mon outil connecté qu'on aura inventé, parce que ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on est dans 15, 20, 25 ans. Et là, ça m'amène directement, je suis directement devant la porte de mon hôtel. Je passe plus. Il y a des hôteliers dans la salle ? Bon, n'ayez pas peur, hein, les hôteliers français, ils vont bien, donc s'il y en a un petit peu, voilà. On sait que vous avez énormément de travail, comme chez nous en France. Et bien là, on enlève le checking directement avec mon smartphone. Je check, je passe devant la porte et automatiquement, je rentre. Et là, le bonheur, parce que même si on est au mois de juin chez vous, ma femme, qui est relativement frileuse, on a prévu que la chambre est à 29 degrés. Et puis, sur la télévision, surtout, il y a le jeu que mes enfants, c'est Warcraft, ils sont 4836 niveaux, et il est déjà programmé comme s'ils étaient chez nous. Ils se retrouvent, ils ont la possibilité pendant 10 minutes de jouer, parce que ça faisait 14 heures qu'ils faisaient de voyage, mais apparemment, chez vous, ça ne vous dérange pas de faire 14 heures. Alors, une fois arrivé dans la chambre et pendant que les enfants jouent à Warcraft, on reçoit sur notre téléphone en fait un message qui dit bonjour et bienvenue chez Sylvie et Léon. Jackie et Michel s'étaient pris, donc. Et là, comme on a rempli plein d'informations, ce qu'on appelait tout à l'heure la GRC, avant de venir. On sait qu'on est là pour nos 10 ans de mariage en même temps. Donc du coup, on nous dit, est-ce que vous avez envie que je vous réserve une table pour ce soir en amoureux, un restaurant ouvert, pas comme hier soir le bar où on devait aller pousser la chansonnette, malgré que c'était marqué ouvert sur Internet. Mais en tout cas, là, on est sûr que dans 30 minutes, je pourrai y aller à pied et je vais pouvoir passer et manger très bien. Je voulais vous le dire aussi, s'il y a des restaurateurs, on mange aussi bien ici qu'en France. Donc, le système est basé exactement sur les recommandations, sur nos goûts, et savent aussi très bien qu'on a des enfants, puis qu'un souper en amoureux, ça ne marchera pas si on n'a pas une babysitter. Voilà, et là, il y a un système, c'est une jeune start-up qui a lancé ça, qui va définir quel babysitter est disponible pour venir garder mes enfants pendant que je vais avec ma blonde, c'est comme ça que vous dites, manger au restaurant. Alors les plus-values pour le client, et puis alors le client et le territoire. La rapidité d'accès au checking, donc comme ça c'est simple, ça vous permet vous à l'hôtelier de gagner du temps, de ne pas en perdre. La personnalisation du conseil séjour également, on sait exactement ce qu'on va pouvoir nous proposer. Pour le territoire, imaginez que Sealboat, elle nous renvoie régulièrement des infos, ce qui veut dire qu'on avait prévu de passer 2 nuits, mais là, la veille, comme tu me disais Nicolas, il nous propose un fabuleux festival, on ne l'avait pas vu, et puis on se dit, allez, on reste 1 nuit de plus, grâce au message que Sealboat nous envoie. Et puis, moins de tâches répétitives également. Et puis, on va terminer avec cette slide. Dans notre processus, on a la réservation en ligne, le CRM. Alors là, tu peux un peu développer la segmentation. Donc, c'est effectivement, on sait déjà que j'ai 35 ans, que j'ai 2 enfants. Vraiment, aller très loin dans la démarche. Tout ce qui est GPS, parking pour nous amener, les objets connectés. Le big data, savoir quoi me pousser comme données, ce qui m'intéresse exactement.
Et puis, bien sûr, ça on a bien compris au Québec, la vente en ligne, on est vraiment dans le business, pouvoir faire consommer le tourisme un maximum dans votre beau pays. En tout cas, moi, ça fait 15 jours que j'y suis, j'ai beaucoup dépensé. Merci. Alors, on a maintenant le mobilier dynamique. Vous avez l'air d'un troupeau un peu paniqué. Tu sais, ils se regardent tous, ils sont comme, mais, qu'est-ce qui se passe? Start-up de mobilier urbain. Smart Design. Il va y avoir une petite vidéo, peut-être en régie, baisser un peu le son, il va rouler en même temps. C'est Mesdames? pour le texte. Je suis là tout de suite. Voilà. Voilà, bonjour à tous. En fait, nous sommes une start-up. Une start-up de mobilier urbain qui a été incubée dans le Welcome City Lab de Sherbrooke. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous vendons et nous installons à qui? Eh bien, aux villes, mais aussi à tous les acteurs d'un écosystème urbain. Ça peut être un grand centre commercial, ça peut être une grande attraction, l'université, une grande entreprise. Ça peut être souterrain, comme ça peut être aussi évidemment à l'extérieur, parce que ça s'adresse surtout aux piétons. Et nous vendons quoi? De la signalisation intelligente dans les lieux les plus fréquentés, dans les carrefours stratégiques. Alors notre produit phare, ce sont des panneaux LED. Des panneaux LED qui seront en fait dynamiques. C'est là toute la nouveauté, c'est qu'ils seront dynamiques, qui seront aussi rotatifs. On va le voir dans la vidéo que je vais vous lancer. Ça marche pas. Bon. C'est pas grave, vas-y. Alors, tant pis, la vidéo ne marche pas, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous devez adopter ce produit, parce qu'il est magnifique et fabuleux. Ah si, ça y est, la vidéo marche, allez-y, vous regardez la vidéo et vous m'écoutez, c'est très bien. Donc en fait, moi quand j'arrive près de ce pont, près de cette balise ou ce panneau, eh bien, qu'est-ce que je constate? C'est que ce panneau, eh bien, me donne des informations en temps réel, avec la destination, avec le temps d'accès, avec l'orientation, dans un rayon bien évidemment circonscrit, donc je vais avoir plusieurs panneaux dans la ville, et chaque panneau va avoir des informations différentes. Donc c'est le panneau qui vient à moi, qui me donne les informations, et j'ai pas de questions à me poser. Si toutefois les informations ne correspondent pas complètement à ce que je cherche, eh bien j'ai cette possibilité avec une petite tablette qui est installée sur le panneau, j'ai la possibilité de faire mes choix. Les choix qui me sont proposés vont varier en fonction de l'heure de la journée, parce que le matin on va me proposer un petit déjeuner, à midi on va me proposer le dîner chez vous, et puis le soir on va me proposer un spectacle, et puis je vais ainsi avoir les informations en temps réel, hein. Informations en temps réel complètement adaptées à ce que je recherche, dans un périmètre circonscrit, avec la direction, avec le temps d'accès. Donc de toute façon, là je suis vraiment sur un système qui va permettre aux touristes, qui va permettre à la personne qui est citoyenne, hein, qui habite sur le territoire, eh bien, d'avoir ces informations en temps réel. Donc moi je suis ici complètement charmée, je vis une expérience absolument fabuleuse. J'ai rien à demander, on m'apporte tout. Et je peux même l'envisager sans smartphone, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si j'ai pas les outils avec moi, si j'ai pas le Wi-Fi, eh bien, je peux complètement utiliser cet outil. Donc vous l'avez vu, en fait, il s'agit de poteaux sur lesquels sont intégrés à la fois une borne interactive pour le client et à la fois donc des panneaux qui sont rotatifs. Alors pour l'instant, nous avons un prototype qui tourne à Brooklyn, mais nous envisageons d'avoir notre premier gros client qui sont normalement les souterrains de Montréal, parce que ce serait très utile pour des étrangers comme nous. Nous avons testé la chose, ça serait très important pour le touriste de pouvoir se situer. Quelles sont les plus-values qui sont apportées par notre produit? Eh bien, nous avons une plus-value d'une part évidemment pour l'usager. Vous avez la fluidité de son parcours qui est ainsi assurée. Toutes les informations que vous recherchez sont disponibles en temps réel, donc un gain de temps, une interactivité, ce qui fait donc une expérience sympathique dans la ville. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi fonctionner sans smartphone du fait que les panneaux ne nécessitent pas d'avoir donc un device sur soi.
Vous l'avez vu aussi, nous fonctionnons obligatoirement avec des partenaires, les acteurs locaux. Donc ce sont des acteurs avec qui on a passé un accord win-win. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la data. Donc évidemment, ils poussent les données via les puces qui sont intégrées dans le panneau que nous vendons, mais aussi ils vont récupérer ces données de navigation du client, ils vont apprendre à le connaître, et donc on va pouvoir aussi interagir avec le CRM et puis améliorer son offre. Ça peut être améliorer la programmation des services proposés. Ça peut être aussi une adaptation de sa communication, de savoir quand et quoi communiquer, à quelle heure. Ça peut être aussi modifier ses activités. Si je suis un restaurant, je peux mieux planifier mes menus, la quantité des repas que je dois proposer à tel moment. Et puis la troisième plus-value, c'est pour le territoire. Évidemment, nous aurons ainsi une meilleure gestion des flux qui seront utilisés par les piétons, puisque la collectivité va récupérer l'ensemble des données afin de pouvoir embellir tout le parcours des lieux qui sont sollicités. Et donc, par exemple, on peut également mieux planifier l'éclairage. Donc, quelles sont les thématiques que nous utilisons ici en matière de territoire intelligent? Vous l'aurez compris, il s'agit des objets connectés, du big data, évidemment de la mobilité intelligente. Et dans cette expérience client, on insiste sur le fait que d'une part, c'est du collaboratif, puisque nos partenaires sont issus de l'écosystème local, c'est aussi évolutif, parce que nous ferons appel à idées et par les plateformes d'innovation et les startups locales pour pouvoir améliorer notre produit et toujours donc améliorer les données qui seront proposées et récupérées. Il faut savoir aussi que notre produit est personnalisable, adaptable au branding de votre ville. Et puis tout ça, donc, ça va participer à l'amélioration des services de la ville et à l'efficience de votre territoire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, j'appelle Nadine Gély et Éric Desmarais, un binôme 100% québécois, pour nous parler de la collectivité au service du tourisme. En voilà une bonne nouvelle. Bonjour à tous. Nous avions le mandat d'imaginer le local urbain. Donc, on a pris Déborah, 45 ans, femme d'affaires qui va quitter Montréal donc pour 2 ans pour aller travailler à l'étranger. Donc, pour quitter la ville, évidemment, et se rendre à l'aéroport, bien, elle s'appelle un taxi. Et à cette époque, les taxis, on n'a pas vraiment réglé le problème des nids de poules. Donc, on a installé dans les taxis des détecteurs à nids de poules qui envoient la localisation très exacte à la ville pour qu'éventuellement, elle trouve les moyens de les faire réparer. Donc, on voit que ça finit par se produire, la réparation. Par la suite, Déborah arrive à l'aéroport et on se souvient tout à l'heure, hein, on est en 2025. Il faut vraiment le savoir dans tout ce qu'on va vous dire jusqu'à la fin. C'est très important pour qu'on soit crédible un petit peu. Donc, Déborah elle arrive à l'aéroport et elle a son assistant personnel. Donc, qui, et vous pouvez voir, on a quelques ajustements à faire quand même avec l'assistant personnel. Dans la première vidéo qu'on a eue tout à l'heure, on avait l'assistant personnel qui était beaucoup plus beau que celui-là. Ça s'en vient quand même, c'est que des prototypes. Donc, l'assistant personnel de Déborah, il s'aperçoit en entrant à l'aéroport qu'il y a un espace de coworking, de co-développement, en fait, dans l'aéroport qui mentionne à Déborah qu'elle peut, pendant son attente à l'aéroport, pouvoir, en fait, regarder des projets de développement touristique futurs. Donc, l'assistant personnel qu'on a surnommé très affectueusement le Débobra, lui ouvre son espace de co-développement et puis ce qu'elle découvre, en fait, c'est un projet qui veut un peu régler le problème de la disponibilité ou des rapports humains qui sont peut-être des fois un peu plus compliqués qu'on l'espérait. Donc, en remplaçant, en transformant en fait la visite chez le résident, l'habitant, mais en l'extrayant l'habitant, c'est-à-dire en le rendant l'habitant virtuel.
virtuelle. Donc, on va chez l'habitant, mais l'habitant, finalement, n'est pas là. On a juste une représentation de lui-même qui nous suit et qui nous accueille dans la maison, etc. Donc, ce qu'on voit, là, c'est toute l'évolution de l'habitant. Et en plus, une des problématiques majeures, pourquoi elle a été appelée. Déborah est spécialisée en fiscalité, développement financier, etc. Et l'algorithme précis de cet habitant virtuel a la possibilité de vieillir. Donc, la problématique, c'était vraiment de calculer les coûts associés à ce vieillissement-là sur une 10, 15, 20 ans pour que l'assistant virtuel suive la mode, pour qu'on ajuste les textures, etc. au fur et à mesure du vieillissement. Et c'était très important aussi dans notre modèle de ce qui se fait, c'est vraiment que les gens, les touristes, s'attachent aux personnages, s'attachent à l'habitant et veulent revenir d'année en année, revoir ces habitants-là qui vont eux autres aussi vieillir en même temps que les gens. Donc, ça fait de la rétention de clientèle, c'est merveilleux. Le projet, donc, naturellement, elle fait comme tous les autres qui attendent 3 heures à l'aéroport. Elle est allée bonifier donc le projet qui était en co-développement comme tout plein d'autres projets de cette façon-là. Après 2 ans. Donc, elle revient après son séjour à l'étranger après 2 ans. Et une chose remarquable, en fait, les douanes à l'aéroport à Montréal sont vides. Ça prend quelques minutes seulement à les traverser. Et voilà, et en arrivant, son assistant personnel, qui est encore le même, évidemment, ça vient avec le bras, donc c'est un peu difficile à enlever, il avertit que le projet auquel elle a contribué, il est en cours, il fonctionne, et lui demande si elle veut qu'elle lui appelle un taxi pour aller vivre l'expérience elle-même. Donc, chaque personne qui aura aidé à développer le projet en co-développement pourra être invité comme ça par la suite quand il va revenir. Il faut savoir qu'avec les gens d'affaires qui viennent ici à Montréal, ou en fait que ce soit des gens d'affaires de Montréal, mais qui s'en vont vers l'extérieur, ou des gens de l'extérieur, des gens qui viennent en affaires ici, mais qui viennent de l'extérieur, il y a une intelligence immense qu'on ne se sert pas à l'aéroport. Et là, on vient vraiment pouvoir se servir de toutes ces intelligences-là d'une façon en co-développement. La bonne nouvelle dans tout ça, ce qui est merveilleux, c'est que par sa contribution, elle a pu aller vivre l'expérience. Elle a eu des parts dans l'entreprise, donc elle a fait un peu de sous juste en attendant à l'aéroport, et que maintenant, les nids de poules aussi se retrouvent juste sur des pancartes, donc de façon virtuelle et plus du tout dans les rues. On va passer vite parce que je suis certaine que vous voulez aller au cocktail rapidement, mais la plus-value, c'est le sentiment d'appartenance et de fierté pour les locaux dans le développement de leur ville. Le développement d'un produit unique qui rend accessible la vie des locaux. Le touriste habite chez l'habitant sans l'habitant. Et pour la destination, c'est naturellement, ça aide des nouveaux projets de développement touristique qui vont être porteurs, ça aide à la rétention des clientèles et l'amélioration des routes. Les thématiques, on les utilise quand même pas mal tous, même le ludique dans notre projet. Il y avait beaucoup le collaboratif, les objets connectés et le big data. Merci. Merci. Et donc, on passe la parole à Claudine Barry et Emeline Hébert. Venez par ici pour le scénario de Gareth et Rachel. Dites-nous en plus. Alors, bonjour tout le monde. Emeline et moi, on s'est penchés sur un cas un peu plus, je pense, réaliste, ou en tout cas un peu plus proche de la réalité actuelle. Pardon, les Suisses, ça va pas si vite. Pardon, voilà. Alors, on s'est intéressé à Gareth et Rachel. Je me suis tenue avec des Français pendant quelques jours. Alors, on parle d'un couple de la génération X, originaire de Chicago, qui sont professionnels, voyageurs fréquents, et qui prévoient donc un séjour à Montréal pendant le festival de jazz cet été. Et ils en sont à leur 2e visite, mais c'est une première au festival de jazz pour eux. Alors, la motivation première de leur séjour, c'est d'aller au festival et ils ont acheté des billets. En fait, c'est Rachel qui a acheté des billets pour aller voir le spectacle de Diana Krall. Donc, c'est vraiment l'objectif du séjour. Alors, 2 jours avant l'événement, avant d'arriver à destination, Rachel reçoit un message lui indiquant donc les informations d'usage sur le spectacle, que ça s'en vient, que les critiques sont bonnes. Donc, il y a une espèce de petit build-up qui est fait pour rassurer donc cet achat-là. Et on lui envoie la programmation du festival, mais aussi une vidéo
du spectacle, d'un extrait du spectacle pour les mettre en appétit. Puis aussi, on leur propose, un peu à la Netflix, d'autres spectacles avec des extraits vidéo du genre, ceux qui ont acheté des billets pour Diana Krall ont aussi acheté des billets où on se sont intéressés à tel artiste. Donc, oui, c'est ça, on leur montre de la vidéo et on mousse tout ça. Donc, par rapport à cette première interaction-là, on mousse l'expérience, on conforte leur achat de billets, on personnalise leur séjour par cette offre complémentaire selon leurs intérêts. Alors, c'est une démarche promotionnelle du territoire avec une logique d'achat modéré parce qu'on leur propose aussi des spectacles qui sont gratuits et ça permet aux clients de se projeter ou même de peaufiner son séjour. Alors la deuxième interaction qu'on a imaginée, c'était que l'organisme qui leur a vendu les billets les informait par une notification des éventuels temps d'attente sur place. Pour éviter les frustrations, puisque on s'entend que Gareth et Rachel ont acheté leurs billets à l'avance. Il n'y a rien de plus frustrant de se dire qu'on a acheté nos billets à l'avance et pourtant de devoir faire la queue pour entrer dans la salle de spectacle. Alors, l'organisme qui s'est allié à une plateforme collaborative qui cartographie finalement les temps d'attente à la Waze, en fait, un petit peu des événements ou dans la même logique finalement que serait Manivelle, comme on l'a vu ce matin, pourrait être informé et redirigé vers les activités les plus proches à faire, donc des spectacles gratuits à proximité ou les micro-brasseries pour aller boire un verre en attendant de pouvoir gentiment rentrer dans leur salle. Alors la plus-value de cette deuxième interaction, finalement, ça serait que le visiteur évite de perdre du temps dans la file d'attente, qu'il nourrit une frustration, éventuellement qu'il la fasse partager via les réseaux sociaux dès qu'il en aura l'occasion. Et puis également de lui montrer qu'il n'est pas abandonné dans son parcours. Il ne s'agit pas de le traquer, il s'agit de lui montrer quand même que l'organisme qui lui a délivré un service de base est quand même là pour l'assister si jamais il y avait un problème qui survenait au cours de son expérience. Et on en a fait une troisième interaction, donc on va aller vite sur celle-là, c'est qu'on a imaginé qu'à la sortie de la salle de spectacle, donc post-expérience, qu'une borne numérique était installée directement dans le théâtre où là, ils pouvaient consulter en tout temps finalement les horaires de transport, éventuellement s'ils pouvaient aller au restaurant, si les restaurants étaient toujours ouverts, etc. etc. Et ça permet en fait au client, donc même s'il n'a pas la connectivité sur place, parce que son téléphone n'a plus de batterie ou parce qu'il n'a pas de Wi-Fi ou qu'il n'a pas envie de payer pour du roaming, qui peut modifier éventuellement son séjour, enfin son expérience de base. Il avait prévu de rentrer, puis finalement Gareth a faim, parce que les hommes ont toujours faim. Non, c'est cliché, c'est gratuit, je retire. Alors, donc voilà, ça permet en tout temps de réadapter finalement son expérience et de la valoriser. Rapidement, les plus-values, bon ben voilà, j'en ai parlé, ça permet une adaptation de l'expérience. Et la plus-value pour le territoire. Oui, alors toutes ces interactions-là, cette personnalisation-là favorise une plus grande consommation de l'offre touristique parce qu'on l'a vu à travers les interactions, il y a eu une offre qui a été proposée, une offre complémentaire. Ça réduit les sources de frustration, notamment par rapport au fil d'attente. Ça assure une meilleure gestion des flux aussi avec cette application collaborative de gestion des flux. Et puis, les thématiques, donc surtout, nous, on s'est concentré sur la gestion de la relation client et on a voulu montrer, par rapport à nos collègues, peut-être, on a fait l'exercice un peu différemment. On n'était pas dans une logique de 2025, mais peut-être de 2020, qui arrive assez vite et que finalement, on n'a pas besoin énormément de technologie pour avoir un service et une gestion de la relation client avant, pendant et juste après son expérience. Un peu d'objets connectés également et la participation du collaboratif dans nos thématiques. Voilà. On parle aussi beaucoup de
de personnalisation et de segmentation dans ce cas-ci, avec une segmentation par rapport à leurs intérêts. Merci. Merci. Nous avons gardé les plus savoureuses pour la fin, Lise et Desbeaux-Bras, qui vont nous parler. Allez-y, mesdames. Qui avez-vous? Personnage? Alors nous, on va vous souhaiter la bienvenue à Vaison-les-Bains, qui est la contraction de Vaison-la-Romaine et de Luxeuil-les-Bains, les deux plus belles villes de France. Désolé, hein, on en profite, on est les 3 seuls représentants d'office de tourisme. Il y a Kaisersberg aussi. Donc, tant qu'à faire, autant faire un peu de promo. On est d'office de tourisme ou pas, vous en conviendrez, je pense qu'il y a des offices de tourisme dans la salle. Donc nous, on va vous présenter Jackie et Michel. Alors, on vous en a parlé depuis tout à l'heure, donc maintenant vous pouvez enfin mettre un visage sur Jackie et Michel. Donc Jackie, elle a 65 ans, elle est belge-flamande, donc elle parle le néerlandais. Et puis, eh bien, comme c'est une retraitée, même si elle est encore toute jeune, elle a quelques problèmes de santé. C'est une forte personnalité, elle sait ce qu'elle veut, elle est exigeante, exubérante aussi, ne parle pas le français, et pourtant c'est en France qu'elle souhaiterait aller. Et ne maîtrise pas bien non plus les nouvelles technologies, forcément, vu son âge. Et elle vit plutôt confortablement dans une très belle maison rurale dans la campagne flamande. Jackie a un fils qui s'appelle Michel. Alors Michel est, comme vous le voyez, beau, sportif. Il est célibataire contre toute attente. Voilà. Il est bien sûr lui aussi belge-flamand. Il a une personnalité plutôt effacée, mais il est très séducteur et surtout profiteur. Il parle un peu le français, un peu l'anglais, mais pas trop parce qu'il était plutôt cancre à l'école. Vraiment, il a plutôt des défauts. Il est plutôt geek, il a le smartphone toujours à la main et surtout, il est très porté sur tous ces gadgets technologiques qui sortent les uns après les autres. Il pense que ça lui donne une contenance et surtout que ça va lui permettre de séduire toutes ces femmes qui n'attendent qu'après lui. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que nous sommes en 2026, voilà, et que donc Jackie est équipée, comme tout le monde, de capteurs qui permettent un suivi médical. Donc voilà. Or, ces capteurs bipent et ils indiquent qu'elle a besoin d'une cure thermale. Voilà, ça tombe bien puisqu'à Vaison-les-Bains, nous sommes mondialement reconnus pour nos cures thermales. Donc voilà. Et l'établissement recommandé pour ces pathologies, suite au diagnostic de ces traceurs de vie, ils ont désigné les termes de Vaison-les-Bains. Voilà, très bien. Donc Jackie est censée désigner un accompagnateur et elle désigne son fils chéri Michel, qui est si beau. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un programme personnalisé va sortir automatiquement qui est élaboré sur mesure à partir des données les concernant qui sont contenues dans des bases de données et qui sont faites à partir de leurs caractéristiques et de leurs habitudes. Ce programme contient des informations logistiques, donc les hébergements qui vont le mieux leur correspondre par rapport à leurs besoins, mais également au niveau de la restauration. Par exemple, notre cher Jackie a des gros problèmes alimentaires, cela en tient compte au niveau de ses soins, mais aussi au niveau des loisirs, puisque, comme on l'a dit, Michel est un grand sportif, il aime le vélo, donc il aura un vélo qui l'attendra à l'arrivée à sa taille, avec la puissance qu'il lui faut, puisqu'à Vaison-les-Bains, vous savez, c'est à côté du Mont Ventoux, qui est très connu pour le vélo. Voilà. Et voilà. La deuxième interaction, c'est leur arrivée à Vaison-les-Bains. Alors, à leur arrivée, c'est très simple, comme Michel va conduire sa maman Jackie, eh bien, c'est simple, dès qu'ils vont passer le panneau d'entrée à Vaison-les-Bains, la voiture va d'un seul coup être conduite automatiquement, va contrôler automatiquement jusqu'au parc de stationnement de l'hébergement qui a été désigné comme correspondant le mieux à leurs attentes. Et là, un bot va venir les accueillir et les conduire jusqu'à l'hébergement. Ce bot va leur présenter leur programme d'activités, de soins, etc. en 3D par des animations. Voilà. On va également leur remettre une montre qui leur donnera leur programme et leur rappellera à quel moment ils doivent faire quoi, afin de les accompagner au mieux. Et surtout, on va leur proposer
d'avoir un rendez-vous personnalisé avec un conseiller en séjour de l'Office de tourisme qui viendra les rencontrer au moment qu'ils auront choisi pour leur parler dans leur langue de comment ils pourraient compléter agréablement leur séjour. Alors la plus-value pour le client, vous l'aurez compris, Jackie et Michel sont là pour se détendre. Donc, eh bien, pas de souci, tout s'est fait naturellement et automatiquement. Et que l'on soit geek ou pas, puisque je vous rappelle, Jackie, ne maîtrisant pas les outils numériques, n'a aucun souci puisque tout se fait à partir de ses capteurs de vie. Bien sûr, quand on parle bien-être, on l'a en amont du séjour et on l'a bien sûr pendant, puisque grâce à l'assistant personnel, au concierge qui l'attend dans son hébergement, eh bien, aucun souci, il répondra à ses moindres demandes. Et puis pour le territoire, eh bien, vous l'aurez compris, notre belle station de Vaison-les-Bains fait partie d'un réseau international qui, grâce aux données personnelles de santé, arrive à désigner la station idéale pour le patient. Et puis, le système permet de gérer tous les flux parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est formidable, mais Jackie et Michel n'attendront jamais lors de leurs activités terminer les files d'attente. Ils arriveront et sont pris directement en charge, notamment pour tout ce qui est soins et activités de loisirs. Le système est bien sûr multilingue, plus de soucis de traduction et plus de soucis pour se faire comprendre non plus. L'idéal, les vacances de rêve. Merci. J'ai pas fini, non, vous l'aurez compris. Ce que l'on a utilisé ici, ce sont tous les objets connectés. On est allé très loin, nous vous rappelons que nous sommes dans du prospectif. On a imaginé des capteurs de santé, des traceurs de vie, des voitures autocontrôlées, des bots, des montres connectées. On a utilisé le big data pour tout ce qui est données de santé et suivi médical, mais aussi tout ce qui est données personnelles avec les habitudes de vie notamment. Voilà. Bravo! Merci. Merci, mesdames. Merci. Vous avez compris. Merci à tous. Je vous chasse, en plus, après vous avoir insulté. L'intérêt de cet exercice-là, vous l'avez compris, c'était d'imaginer, non pas une collection de bébelles ou de trucs et d'applications, mais une réflexion à l'échelle d'une communauté ou d'un territoire, d'une série de choses qui faciliteront de façon presque transparente et visible la vie des consommateurs. C'était ça la logique derrière ça. Dernière parenthèse ou dernière intervention très sérieuse, j'invite Reda, mon collègue de l'UQAM, et Jean-Alain de Bordeaux, qui vont nous parler de dimensions extrêmement importantes. Oui, c'est le fun, c'est nouveau, c'est de l'innovation, il y a plein de possibilités. Mais dans nos travaux pendant 2 jours, on a découvert qu'il y a quand même un des enjeux de gouvernance, qui est responsable de faire quoi, et des enjeux éthiques et légaux, même à la rigueur dans certains cas, qui sont très importants. Messieurs, à vous. Alors, merci Paul de nous avoir confié de présenter un peu la partie la plus plate, la moins excitante en quelque sorte. Tout ça pour vous dire de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pratiquement utopique, donc finalement, ça ne va pas se réaliser. C'est ça la gouvernance et les aspects légaux d'IMOS. Bref. Ouais, tu vas le faire. Tu vas quand même le faire. Bref, retour à la réalité sérieuse, c'est pour dire que finalement, la gouvernance, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant et c'est vraiment un élément central pour la réussite de tout projet. Et surtout, on va traiter un peu des dimensions légales et éthiques. Il y a plusieurs choses qui ont été dites par les collègues. Nous, on va vraiment faire le focus sur 2-3 aspects que nous estimons un peu intéressants pour la suite des choses. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, dans un territoire, il y en a plusieurs acteurs touristiques. Et là, la question qui se pose, qu'on va essayer donc, de répondre, c'est vraiment qui et comment. Donc, je pense qu'aussi Paul le disait tout à l'heure, dans un territoire touristique, si on prend un peu le cas québécois, il y a d'abord donc les ATR, il y a aussi les offices de tourisme, ça peut y avoir aussi les MRC, les municipalités. Avant la révision de la gouvernance régionale, il y avait aussi les CRE, les CID, en plus vraiment de toutes les chambres de commerce, les hôteliers, les restaurateurs, donc les acteurs de soutien aussi. Bref, ça fait beaucoup de monde dans une destination. Et la question qui se pose, c'est qui va prendre l'initiative. Mettons que demain, un certain nombre d'un territoire, il va dire demain on veut s'engager dans un processus pour devenir vraiment un territoire intelligent. La question, encore une fois, qui prend le lead? C'est une question qui reste intéressante parce qu'il y a l'enjeu du data qui est derrière. Qui dit qui va être le premier? C'est-à-dire, est-ce que je serai prêt à s'ouvrir et à donner mes données en quelque sorte à tel ou tel organisme? Paul le disait tout à l'heure aussi, c'est que
dans le fond, dans l'industrie touristique, il y a pas mal d'ego. C'est très sensible. Les gens, ils ont de la difficulté à travailler ensemble. On travaille beaucoup en silo. Nous l'avons vu cette semaine, lorsqu'on a rencontré les gens dans la ville intelligente de Montréal. C'est pas aussi évident de travailler ensemble, même si vraiment on a créé un bureau, on a créé des structures. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais il reste quand même, c'est quelque chose de très important. Au-delà aussi, il y a la question aussi des systèmes d'information. Chaque acteur a un système d'information qui est différent de l'autre. Et donc, ça pose la question donc, de l'interopérabilité des systèmes. Et donc, encore une fois, cette question se pose, qui prend le lead? On n'a pas de réponse en quelque sorte, mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, surtout le message s'adresse vraiment aux acteurs publics. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment des acteurs privés qui vont le faire, et surtout vraiment c'est des intermédiaires internationaux. On prend le cas de Airbnb, de Uber. Donc finalement, tous les gouvernements à travers le monde en l'a vu, ils se sont trouvés à s'adapter au phénomène, tant bien que mal, et parfois vraiment difficilement dans un certain nombre de destinations. L'autre question qui se pose, c'est vraiment le comment. Alors, on s'est dit finalement, on ne va pas arriver avec le chapeau d'expert, on ne va pas arriver avec une solution clé en main pour dire voici le modèle qu'il faut adapter. Pas vrai, parce que, encore une fois, notre posture un peu qu'on a adoptée, c'est de dire que chaque territoire a une réalité tout à fait différente par rapport à notre territoire. Ne serait-ce que par rapport à la géographie, par rapport à la culture, par rapport à la démographie. Et il y a un certain nombre de territoires, il y a vraiment des dimensions donc, rurales versus l'urbaine. Et donc la question, ce n'est pas vraiment de dire est-ce que je vais m'intégrer dans le classement de l'Intelligent Community Forum pour être dans le top 21 ou bien vraiment dans le European Smart Cities. Ce n'est pas ça l'enjeu. Nous, ce qu'on a regardé, c'est plutôt les pratiques et les usages. Donc là, on a regardé, moi un peu dans mes travaux de recherche, j'avais regardé à peu près 200 modèles à travers le monde, comment s'organisent, comment les acteurs en place travaillent ensemble. Et l'idée, finalement, ce qu'on est arrivé, c'est que le modèle de gouvernance touristique aujourd'hui fonctionne mal. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, j'arrive dans une destination, généralement j'arrive le soir, pour aller maintenant au centre-ville, j'arrive le centre d'accueil ou le centre d'information touristique est fermé. Donc on a de la difficulté aussi à travailler ensemble, à fournir un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles en fonction du statut de chaque visiteur et des besoins de chaque visiteur. Et par conséquent, ce qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir vraiment de ce branding, du label de dire qu'on va être une ville intelligente, on va mettre une structure. Ça dépasse la structure. Ce n'est pas juste d'avoir vraiment un bureau. À Sherbrooke, là, on a mis vraiment une table de concertation. À Québec, on a mis plutôt un comité municipal. C'est loin de là. Il faut regarder comment nous, en tant que communauté, on pourrait travailler. Et la chose sur laquelle je veux revenir, et on va revenir là-dessus un peu plus tard, et j'ai bien aimé ici à Sherbrooke, finalement, ils se sont dit qu'il faut développer d'abord une culture numérique avant de choisir la structure. On va détailler ça un peu plus tard, mais bref, c'est aujourd'hui de dire ce qu'il y a à retenir, il n'y a pas de modèle. Travaillez en fonction de vos réalités, de votre propre, conditions vernaculaires qui sont associées à chaque territoire. Cela dit, même s'il n'y a pas de modèle qui est commun, il y a un certain nombre, de choses qui sont incontournables. Bien évidemment, il y a la question donc, de la connectivité. Et quand on a parlé tout à l'heure du Wi-Fi, quand j'arrive vraiment dans une destination, bien évidemment, il faut qu'il y ait vraiment une certaine infrastructure où les gens peuvent se connecter. D'infrastructures aussi vraiment de télécommunications pour pouvoir vraiment placer des connecteurs pour pouvoir vraiment transmettre l'information. Et j'en passe à travers les autres, mais le plus important un peu, c'est vraiment les deux dernières. C'est vraiment les indicateurs de mesure. Si vraiment je n'ai pas de modèle, cela ne veut pas dire que je vais un peu aller comme ça en quelque sorte dans tous les sens. Bien au contraire, en tant que territoire, je dois définir des indicateurs qui me permettront de dire est-ce que je suis capable vraiment d'atteindre les objectifs que nous avons définis tous ensemble en tant que communauté ou non. Donc c'est un peu le principe de la gestion de projet. Je définis un certain nombre de coûts, d'échéanciers et des objectifs et je dois m'évaluer en tant que communauté si j'arrive vraiment à atteindre ces objectifs. Et finalement aussi un point très important, on a l'impression que cette question de territoire intelligent, c'est un dada en quelque sorte vraiment de technologues ou des gens vraiment qui sont très branchés, de geeks en quelque sorte, or que ce n'est pas vrai. Dans un territoire intelligent, c'est plutôt vraiment la cohésion, vraiment un certain nombre de la coordination des différentes compétences, que ce soit vraiment des gens en marketing, soit des gens en technologie, des universitaires, des gens qui sont vraiment dans les acteurs politiques, en industrie, etc. On a besoin de tout le monde pour réussir le projet. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, deux choses. D'abord, il
faut développer une culture du numérique, c'est-à-dire que chaque personne, chaque partie prenante qui participe au projet de ville intelligente doit se retrouver à l'intérieur. Et pour ça, ça nous permettra de développer en quelque sorte une structure qui va être agile. Je pense que Denis en parlait tout à l'heure. C'est vraiment une structure agile qui permet de prendre des décisions très différentes. L'exemple, encore une fois, que je vais vous donner, qui nous a été donné cette semaine à Montréal, c'est que finalement, il y a un cadre réglementaire qui est très rigide et que pour prendre des décisions très rapidement, c'était impossible. Or que dans un contexte vraiment donc, de ville intelligente, destination intelligente, on est en concurrence avec le monde entier presque. Et là, il faut vraiment avoir des structures adaptées et agiles. Et c'est pour ça, encore une fois, je souligne un peu cette idée qui a été développée par les gens ici à Sherbrooke, de dire, d'abord, essayons de développer cette culture du numérique, qu'on est dans un contexte tout à fait différent, et il faut s'adapter par rapport à ça. Par la suite, encore une fois, il faut formaliser les processus. C'est-à-dire que les processus, ils doivent être agiles, donc ils doivent s'adapter à la réalité, mais en même temps, il faut les formaliser. Parce qu'on est dans une perspective, en quelque sorte, de knowledge management. Donc, nous, on est là pour un certain nombre de temps, mais il y a d'autres personnes qui vont peut-être se joindre au projet. Donc là, en quelque sorte, on doit avoir une certaine traçabilité des processus décisionnels, ce qui permet à chaque partie prenante qui va venir aujourd'hui ou demain de se retrouver un peu dans les processus et d'aller un peu plus de l'avant. Alors, encore une fois, tout ça, c'est basé sur cette question d'organisation et les parties prenantes, mais il y a beaucoup de contraintes, comme on peut l'imaginer, dans les deux dimensions à la fois éthiques et légales. Merci. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit par rapport à la culture du numérique. Vous avez compris, on a eu la démonstration ce matin en fin de matinée, que le fonctionnement de l'économie numérique n'avait rien à voir avec le fonctionnement antérieur, en ce sens qu'il est 100% centré sur les interrelations, sur la transversalité, sur l'opportunisme, sur les opportunités qu'on peut saisir très rapidement, sur la créativité. Et donc ça n'a rien à voir avec des organisations rigides, en silo, protectrices, autoprotectrices, demandant des réglementations, des barrières à l'entrée, etc., etc. Donc moi je résumerai finalement la problématique avec deux mots. La première question, c'est la connexion. On peut faire des grands discours sur les territoires intelligents. S'ils ne sont pas connectés et interconnectés, ou plus exactement si les systèmes qui y résident ne sont pas connectés entre eux, on pourra difficilement faire de l'intelligence collective. Je pense qu'il y a des systèmes qui actuellement sont extrêmement protégés et verrouillés. On peut penser aux systèmes qui sont liés aux grandes compagnies de télécommunications. On a eu un exemple tout à l'heure avec Orange, mais on a vu les limites de ce qu'ils donnaient. Les systèmes de transport, les systèmes de distribution des fluides, de l'énergie, de l'eau, etc. Tout ça, c'est des informations extrêmement importantes, y compris le reporting routier, etc. Et tous ces systèmes, ils ont des grandes difficultés à être interconnectés et donc à développer une intelligence qui est liée aux corrélations, qui est liée au rapprochement qu'on peut faire. Tout à l'heure, ce qui était présenté dans les startups, c'était ça, la capacité à faire dialoguer deux données entre elles. Encore faut-il que les systèmes soient interopérables. Donc, en termes de gouvernance et de questions fondamentales, je pense qu'il est du ressort de l'autorité collective, qu'elle soit très partagée et très participative ou qu'elle soit un peu autoritaire, de donner des règles du jeu, de fixer des modes d'interaction, de demander dans les appels d'offres que les systèmes soient open, qu'on puisse conserver les données. Hier, tu avais parlé de données où les héberger, et on se rendait compte qu'il y avait des systèmes de financement qui les hébergeaient pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce que devient Déborah 12 ans après, si on ne peut pas la retrouver? Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est la connexion. Je ne reviens pas sur la Wi-Fi, mais ça aussi, il y a des choses basiques qui demandent aussi, qui demandent aussi à être réglées définitivement. Et là, on a vu qu'il y a des grands progrès qui ont été faits dans la gouvernance. Par exemple, les exemples qu'on a pu recevoir ici de la ville de Montréal qui reprenait des initiatives citoyennes de Wi-Fi locaux, locaux, à son compte, parce qu'ils avaient un intérêt communautaire et au-delà. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans cette économie numérique, c'est qu'elle est fondée sur la relation. Et là, les problèmes éthiques vont commencer à se poser. Alors voilà quelques exemples qui ont été remis ici. Ici, c'est un hôtel, une chaîne d'hôtels plutôt, qui
qui est Mama Shelter, qui a plusieurs succursales, dont une à Bordeaux, que certains pourront découvrir rapidement. Il propose un système de selfie, en quelque sorte, de caméras qui sont placées dans les locaux, où on peut se photographier. Alors on vous donne des masques pour dramatiser un peu la situation, etc. etc. L'avantage, vous l'avez vu, c'est comme tout à l'heure pour la station de Val Thorens, c'est que vous récupérez une multitude de photos en situation plutôt sympathique, plutôt amusante, et qui personnalisent votre hôtel par l'expérience des clients antérieurs. Ça pose plusieurs questions éthiques, bien entendu. Ça pose la question du droit à l'image individuel, du droit de protection à l'image. Ça pose la question du droit qui est lié à cette image, qui est cédé gratuitement par les occupants d'un soir ou d'une nuit, mais ça pose aussi le problème de la capacité ou non de protéger la vie privée des gens, parce que s'ils ont mis un pseudo mais qu'on peut remonter jusqu'à leur identité, évidemment ça pose quelques problèmes. Le deuxième exemple qu'on a pris pour souligner des questions d'éthique, finalement, cette façon de pouvoir payer pour une famille avec une identification biométrique, qui là aussi pose des questions fortes en termes d'intégrité, de protection des données personnelles, pour qu'elles ne se baladent pas ensuite dans la nature et que, éventuellement, comme dans l'exemple de science-fiction que vous avez présenté au tout début, la personne puisse se faire hacker ses données biométriques et finalement récupérer l'identité et surtout tout le parcours de vie qui était attaché à cette identité. Montréal Moment, ici c'est le même principe, c'est le partage de photos, ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors je pense qu'il y a une règle éthique simple qui est pas forcément... Voilà, dans ce que j'ai cité précédemment, dans ce qu'on a relevé précédemment, il y avait des questions légales. Voilà, est-ce que la donnée est ouverte ou pas, ou réglementaire? Est-ce qu'on a droit des cookies sans prévenir les gens? Maintenant, chez nous, en France, on a à chaque fois un bandeau qui arrive systématiquement. Acceptez-vous les cookies? Savez-vous que vous êtes tracé et validé? En droit américain, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, il y a des questions légales. Mais il y a aussi des questions qui sont liées aux pratiques. Le pratique et la relation, c'est d'abord une question de confiance. Et on a la chance, je pense, avec des organismes parapublics comme tous qui s'occupent du tourisme sur des territoires, ou les musées, ou les bibliothèques, ou ça a été cité tout à l'heure. Voilà des musées, etc. Voilà des organisations qui ont une très grande confiance, qui inspirent une très grande confiance par rapport aux visiteurs. On constate que le taux, par exemple, d'inscription, de laisser son mail, de garder une relation est plus fort que dans des relations commerciales. Ce matin, il a été cité par Manivelle, le fait qu'il n'y ait pas de publicité donnait aussi une plus grande confiance. Et donc la question éthique, c'est de n'engager une rentrée de données, de data, qu'en contrepartie de quelque chose qui est juste nécessaire. Si j'ai besoin de savoir l'âge de Jackie, par exemple, je lui demande son âge. Si je n'en ai pas besoin, je ne lui demande pas. Si j'ai besoin de connaître ses préférences sexuelles ou alimentaires, je vais les lui demander, voilà, etc. Mais il faut qu'à chaque fois, ça soit un contrat simple, qui n'est pas du tout ou rien, qui est peut-être progressif dans la logique de l'engagement de la relation. Plus la relation va être personnalisée, plus les gens vont être, les visiteurs vont être incités peut-être à donner un peu plus d'eux-mêmes, mais ils ont une contrepartie. Et cette contrepartie doit être le plus visible possible, le plus apparente possible. On a cité dans tous les exemples de scénarios des éléments qui facilitaient la vie des visiteurs. Et c'est en contrepartie d'un échange de données ou de préférences qu'ils acceptent ça. Et le dernier point, c'est que l'éthique, c'est aussi une certaine manière de gérer le profilage. Vous savez que tous les exemples qui ont été cités, des grandes entreprises qui vivent sur l'intermédiation, vous avez aimé ça, donc vous allez adorer ça. Ou ceux qui ont acheté ça, évidemment, si vous n'êtes pas con, vous allez acheter la même chose. Voilà, là, on joue sur des big data, mais qui sont liés à des profils. Le profil, ça n'a rien à voir avec la personne. Donc, la question de savoir si on veut établir des relations de type profil, c'est-à-dire segmentation au sens traditionnel du marketing, ça ne va pas très loin. Ou bien, au contraire, si on veut jouer sur l'attachement à une relation entre un territoire et ses habitants et le visiteur. Ce qui a été intéressant dans plein d'exemples, je trouve, c'est que
on avait ce triangle. On avait la destination, le territoire, et on avait la mise en relation des habitants, qui séjournent tout le temps, les Cherbourgois de toujours, et avec les Cherbourgois d'un jour. Ça, c'est un des enjeux, je crois, du tourisme numérique. Et puis pour terminer, le dimanche, j'étais au musée d'art contemporain. Il y a une rétrospective à l'Aisne qui était assez passionnante par rapport à sa façon d'intégrer les nouvelles technologies, enfin, à l'époque, hein, la vidéo, etc. Et je voudrais terminer par cette citation qui, peut-être pour moi, résume un peu la tentative qu'on a faite au cours de ces journées. Il disait « Avec le temps, on est assez intelligent pour poser des questions intéressantes, mais pas assez pour y répondre. » Si. Merci. Merci, messieurs. Nous, on doit sauter dans une voiture à 17h pour aller faire une entrevue à la radio. Puis on doit faire la conclusion en même temps. Panique. J'entends mon chauffeur rire en plus. On y va? Bon, on y va. Écoute, en rafale, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Un territoire intelligent. Ça joue tout seul, là. Je fais... Ah non, ça, je fais... Ah, ben oui, ben vas-y. On perd du temps précieux, là, mon ami. Territoire intelligent, c'est quoi? Il doit être intelligible. Hein? On a parlé avec Yves tout à l'heure, l'absence de repères. Il ne faut pas que le citoyen ou le visiteur soit différent. L'intelligibilité doit être accessible de toutes les manières. C'est aussi un territoire plus ergonomique, c'est-à-dire plus facile à utiliser, plus facile à parcourir, plus facile à rêver même peut-être. Plus humain, donc avec des contacts, faciliter l'ouverture vers l'autre, le contact avec l'autre. Partager. Oui, partager bien sûr, parce que tout ce système fonctionne sur la base des communautés, bien entendu. Et donc plus accueillant. Et l'industrie du tourisme n'est rien d'autre que celle de l'accueil, avec d'autres fonctions secondaires peut-être, mais tout repose sur l'accueil, et c'est pour ça que ça nous interpelle au premier chef. Donc on aspire à quoi? Une communauté? Oui, c'est une communauté intelligente, un écosystème agile, on l'a assez, je crois, dit tout au long de cet après-midi. Et on sera donc à la recherche de bénéfices, essentiellement pour une série d'acteurs. Les premiers, les habitants, qui devraient être capables eux-mêmes de consommer de façon plus agile leur propre territoire, pour lesquels on va donner des services facilitateurs. Encore une fois, on parlait avec Yves, avec l'introduction d'une technologie pour permettre la gestion des plaintes à la ville de Sherbrooke. C'est important, donc on facilite avec des services. Donc la circulation, l'agenda des événements sont tout autant de façons de rendre pour la communauté et le territoire intelligent la consommation plus facile, plus fluide. Et évidemment pour les touristes ou les locaux ponctuels, hein, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler dorénavant. On remercie François Gaillard de Lyon pour l'expression. Les locaux ponctuels, voilà. Une meilleure expérience client, on l'a largement dit, notamment dans les 5 scénarios. On peut évidemment parler de l'accès à l'information facilité, des services personnalisés, d'une relation plus conviviale, plus empathique, etc., etc. On aura le temps de détailler ça dans une prochaine francophonie. Exactement. Je te laisse peser sur le bouton où j'y vais. Oui. Ah, oui. Hop, voilà. Donc, des bénéfices pour les acteurs, pour les professionnels du tourisme, évidemment, on l'a bien compris, les scénarios le présentaient, une gestion optimisée, des bénéfices, bénéficier d'un écosystème, un nouveau réseau de support. On parlait de cette générosité-là. On entendait Espacing qui disait, nous avons un réseau de coachs, d'avocats, de comptables et de financiers qui généreusement et bénévolement mentor et accompagne des entreprises. Il y a quelque chose de fabuleux là-dedans. Et c'est probablement davantage ça que Uber, qui est l'économie du partage. Elle existe vraiment, l'économie du partage, mais pas dans des entreprises milliardaires, dans des services d'accueil, gestion de la relation client, dans du conseil éclairé. Oui, c'est ça. T'as changé, toi? Non. Je suis mélangé. OK, ben vas-y, c'est à toi. Entreprise? Conseiller éclairé, c'est beau le conseiller éclairé. Et ensuite, donc pour les entreprises, évidemment, la destination, le territoire intelligent, c'est plus d'opportunités d'affaires, puisque la connaissance se développe, les relations se développent, évidemment, et c'est une opportunité d'innovation. On l'a vu, il y a encore énormément de choses à inventer. Et évidemment, en rapport avec ça, le territoire devient un territoire d'expérimentation. Ça apporte une dynamique économique très importante. On le voit dans les exemples qui sont déjà un peu en avance. Et puis aussi, ça permet de mettre en place des incubateurs qui sont un peu le symbole de l'innovation qu'on peut amener sur ces territoires. Et enfin, évidemment, la collectivité elle-même, l'ensemble des parties prenantes. On a quoi? Une meilleure gestion du territoire. Et là, le mot intelligent prend peut-être son sens, une gestion intelligente et planifiée et organisée du territoire.
l'amélioration de la vie citoyenne, genre, revenons avec l'exemple de Destination Sherbrooke qui est la carte Carticipe, et essentiellement, et ça devrait être aussi un sujet des prochaines francophonies du géotourisme, toute la notion d'attractivité, où on voit de plus en plus disparaître le mono-activité, même les offices de tourisme avec un petit mandat serré, et de plus en plus un partage de faire rayonner, tant pour les touristes, les visiteurs, les employés, les travailleurs et tout, faire accroître l'attractivité, donc autant en infrastructure, en qualité de vie, essentiellement qu'en compétitivité. On veut donc une destination touristique compétitive, une DTC. Voilà. Voilà, DTC. Merci évidemment. de votre Bien sûr, attention. merci à tous.